Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Alors la grosse boîte d'Archaïs est ici, ses petits frères et petites sœurs sont ici également avec les extensions. J'ai attendu de faire un tour vraiment général du jeu, bien avancer la campagne, intégrer justement les extensions, faire un petit peu de mode one shot pour vous donner mon avis complet. Alors vous allez voir, je suis un petit peu mitigé et pourtant j'aime le jeu. Donc c'est un avis en demi-teinte, vous allez voir. Je l'aime, je ne l'aime pas, mais finalement j'y reviens toujours. Alors on va regarder ça après le générique. Bienvenue en Égypte, vous êtes explorateur et vous avez fait une découverte extraordinaire qui peut révolutionner tout ce que l'on sait de ces temps anciens. Archaïs est un jeu à campagne, un dungeon crawler avec du narratif au fur et à mesure de vos aventures et choix. Les scénarios comportent chacun des cartes qui seront des scripts, vous permettant d'avoir un narratif qui collera à chaque action ou maladresse de votre part. Des personnages qui évolueront autant avec de nouvelles compétences que des blessures. Ils devront garder dans une campagne que l'on vit vraiment, chaque scénario se finissant avec un retour à un campement pour reprendre son souffle avant de repartir à l'aventure. Oui, car il faut y repartir pour continuer d'inspecter de nouveaux temples, de nouvelles pièces pouvant changer votre perception de l'Égypte. Alors après ce rapide tour pour vous expliquer un petit peu les éléments qu'il y a, je vais ranger cette grosse boîte et je tiens à vous préciser, la mise en place que j'ai sur la table, ce n'est pas un scénario, j'ai mis des petites pièces comme ça, juste pour vous présenter les règles du jeu, vraiment sans spoiler, donc je vais tout faire pour justement pas vous faire perdre un petit peu de l'histoire. Alors comment ça se présente? Comme vous l'avez vu, c'est une succession de pièces que l'on peut mettre. Alors c'est vrai que l'effet 3D avec justement les pièces qui sont situées dans des petites boîtes, dans des cadres comme ça, c'est vrai que ça donne un effet un petit peu sympa. À chaque fois, comme vous le voyez, il y a des portes avec des symboles en haut. On va voir ça au fur et à mesure du jeu. J'ai choisi deux personnages, donc Robert Pierce et Rebecca Clark, pour vous expliquer un petit peu. Ils ont chacun leur petit sac à dos. J'ai forcément des pions et autres que je vais mettre de côté, hop, pour gagner de la place. Donc dans les dés, on a des dés que je vais mettre de côté ici. Je vais m'en garder deux de chaque. Des dés pour le combat, des dés pour les investigations. Nous avons également des petits jetons pour les points de vie et des pions destin. Alors, les pions destin, vous allez voir. Je ne vais pas trop vous montrer ça, c'est le journal d'expédition. Dans le journal d'expédition, en fait, il y a tous les scénarios que vous devrez faire. Et pour chaque scénario, vous trouverez une mise en place justement du niveau que vous allez arpenter, mais également le nombre de pions destin que vous devrez avoir pour la partie. Alors qu'est-ce que c'est ces pions destin? Eh bien c'est un petit peu des pions qui au fur et à mesure vont changer vos actions, vont changer certains événements, suivant les personnages sur lesquels on tombe pour des événements. Si vous avez un nombre de points destin défini dans cet événement, eh bien, il peut y avoir une décision qui va être différente. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le jeu, vu que c'est un jeu en campagne principalement. Je vais parler du mode one-shot après, hein. Je fais vraiment la distinction, c'est vraiment deux jeux à part pour moi. Vraiment, ces pions destin vont définir comment vous pouvez perdre la partie, parce que justement, le nombre qui est défini pour 1-2 joueurs, ou pour 3 joueurs, pour 4 joueurs, etc., une fois que c'est épuisé, ces pions destin, ça va vous amener à la perte de la partie, parce que sinon vos personnages ne peuvent pas vous mourir. Voilà, vous allez voir ça. Donc c'est vraiment la gestion des points destin pour pas trop les utiliser. Et comme je vous dis, il y a des embranchements qui vont se faire suivant le nombre de jetons destin que vous aurez dans vos sacs à dos. Voilà, donc le journal d'expédition est assez sympa. C'est ça qui est vraiment génial, j'ai trouvé, c'est un énorme bon point pour le jeu. Le premier scénario, le tutoriel, donc l'épisode numéro 0, en fait, eh bien, il vous explique comment jouer. Vous n'avez pas besoin de lire le livret de règles qui est ici. Voilà, je l'ai à peine ouvert en fait, juste pour chercher des petits points de règles. Il est bien fait.
il est assez aéré, il est vraiment agréable à lire, il n'y a pas de problème. Mais en fait, vous pouvez vous en passer complètement parce que tout est expliqué dans le journal d'expédition, dans le premier scénario, l'épisode 00. Vraiment, on a quelque chose en pas à pas qui nous permet d'apprendre les règles de base. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Ce qui se passe dans le journal d'expédition, c'est qu'en fait, vous allez aller en expédition, vous allez faire le premier scénario, et suivant les scénarios et suivant les réussites que vous aurez dans ces scénarios, vous aurez des fins différentes. Des fins différentes qu'il faudra aller chercher dans les archives du campement. En fait, dedans, comme vous le pouvez voir, c'est juste un petit livret avec des stickers collants, autocollants, qu'on peut retirer et soi-disant qu'on pourrait les mettre dans le journal d'expédition et les retirer pour remettre à zéro. Moi, j'y crois pas, je les ai laissés et j'ai pris les PDF qui étaient dans une des dernières annonces du Kickstarter et je me suis imprimé ça. Parce que franchement, j'ai pas confiance à mon avis. Une fois placé dans le journal d'expédition, je pense que ça se décolle pas, même si ça a été annoncé comme ça. Donc je vous en montre pas trop et on va voir rapidement le jeu. Donc comme je vous disais, chaque épisode dans le livret du journal d'expédition, vous aurez également une petite boîte avec à l'intérieur des cartes. Des cartes qui définissent vraiment cet épisode à chaque fois. Donc là j'en ai mis une autre boîte, voilà, c'est juste pour l'explication. Et ces cartes en fait, à quoi elles vont servir? Eh bien il y a des cartes qui vont être des cartes de porte. Comme vous le voyez, pour chaque porte, il y a un petit symbole au-dessus. Donc c'est un événement pour ce type de porte qu'il va falloir aller chercher, qui va définir ce qui se passe derrière quand on ouvre la porte. Ou alors, si on n'arrive pas à ouvrir la porte, pourquoi est-ce qu'il nous faut un objet? Ça sera défini justement dans ces cartes. Ensuite, vous voyez, il y a des petits éléments carton là. Il y en a plein dans le jeu. Et en fait, à chaque fois, avec des symboles et des couleurs. Et pareil, on a une pile de cartes justement pour chaque scénario qui nous permet justement de savoir quand on fouille, eh bien, qu'est-ce que l'on fouille, qu'est-ce que l'on trouve, est-ce que ça déclenche un événement, est-ce qu'il y a un scénario ou est-ce qu'on peut avoir un objet. De même, ça, voilà, avec tous ces symboles-là, ce sont à nouveau des événements qui vont se déclencher. On y reviendra plus tard, peut-être. On va voir jusqu'où je vais, je ne veux pas trop spoiler. Ça, on en parlera après, ce sont des cartes trauma, et oui, des traumatismes. Vous pouvez être blessé dans le jeu, mais vous ne pouvez pas mourir. Alors, on va en parler après. Je vous présente les plateaux de jeu et on va faire un petit peu un tour. Alors, Robert Pierce, Rebecca Clark. Ce qui est intéressant dans les personnages, comme la plupart des jeux maintenant, hein, de toute façon, c'est qu'ils sont légèrement asymétriques. Alors, ils sont vraiment pas beaucoup asymétriques. Ils ont juste chacun une capacité particulière. Alors, c'est un petit plus, mais c'est pas énormément asymétrique. Mais ça suffit quand même pour avoir des personnages bien différents. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Eh bien, en dessous, on a des points de vie. Ici, pas vraiment. Ce sont des emplacements pour les égratignures. Au fur et à mesure qu'on va prendre des dégâts, en fait, on va rajouter des jetons égratignures dessus. Et une fois qu'on devra mettre un 5e jeton égratignure, tout simplement, on piochera une carte trauma au hasard. Donc on retirera nos 4 égratignures et la carte trauma sera d'un des 6 types. Il y a 6 types possibles. Vous voyez, on peut mettre ici, 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 et il y a encore 2 autres types. Par exemple là, c'est un type psychologique, donc c'est un trouble cognitif. Votre deuxième action du tour ne peut pas être la même que la première. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je vous montre un petit peu rapidement. Voilà, un poignet brisé. Vous voyez qu'en plus, il y a une couleur particulière, c'est du vert. On devra le mettre ici. Pourquoi? Parce que autour, ce sont des actions différentes que l'on va pouvoir faire. Et à chaque fois que l'on a un nouveau trauma, en fait, on le placera justement à son emplacement. Il y a 6 emplacements possibles et au bout d'un moment, eh bien, en fait, vous n'avez plus d'emplacement. À chaque fois que vous piochez une carte et que vous avez déjà ce type en fait voilà, alors sur quoi je vais tomber, par exemple, voilà, je tombe sur un trauma bleu alors que j'ai déjà un trauma bleu, et bien celui-là je le remets en dessous de la pioche et dans ce cas-là, plutôt que d'en repiocher un autre, eh bien je prendrai un jeton de destin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on a pris de jetons de destin, plus on va avoir des soucis peut-être suivant les événements dans les scénarios, plus tard on en parlera, mais surtout, une fois que la pioche de jetons de destin est vide, ça va déclencher un événement ou quelque chose, une malédiction qui définira la fin du scénario. Vous le verrez, je vous en dis pas plus. Donc important les traumas, parce que comme vous le voyez, on ne peut pas mourir finalement. Mais par contre, on va se traîner de plus en plus. Et vu que c'est un jeu en campagne, vos traumatismes, imaginez, poignet brisé, vous ne pouvez pas utiliser d'action de fouille pour ouvrir une porte. Bleu, vous ne pouvez pas faire d'action de mouvement, sauf s'il y a un autre explorateur dans votre case de destination.
c'est complètement logique, votre genou est disloqué, et donc du coup, en fait, il va falloir vous appuyer sur un pote qui est avec vous. Un trouble cognitif, vous ne pouvez pas faire 2 fois la même action. Imaginez ça, on va se le traîner tout au long des scénarios. Et oui, c'est un jeu en campagne, donc forcément, il faut y penser, essayer d'engranger le moins de traumatisme. Voilà, donc pour vous expliquer, est-ce que je parle de ces petits symboles-là? On va en parler tout à l'heure. On va d'abord parler du tour de jeu. Je pense que dans cette logique, c'est peut-être un peu plus normal. Alors, le tour de jeu, nous avons nos 2 personnages ici. Déjà, tout est écrit sur les fiches, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, je trouve, c'est que les règles sont hyper simples, vous allez voir. C'est vraiment du basique. Et moi, au début, ça me choquait un peu parce que ça me paraissait énormément basique. Et finalement, c'est hyper plaisant. C'est hyper fluide. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors déjà, la première chose que l'on peut faire quand c'est notre tour, donc on décide hein, en début de partie qui va commencer. Tour de jeu, résoudre vos effets de début de tour. Alors les effets de début de tour, ça dépend. On peut avoir par exemple une malédiction sur nous. Donc on résoudra la carte malédiction par exemple. Après ça, il peut y avoir des poisons, il peut y avoir autre chose, donc ça, j'en parle pas plus. Résoudre vos effets de début de tour. Ensuite, résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Effectivement, si on est sur une case, voilà, par exemple, je vais me mettre ici. Hop là. Si on est sur une case avec un adversaire, donc vous voyez, là, c'est une salle qui comporte 2 cases. Si un adversaire est sur notre case, on aura la carte de cet adversaire et dessus, il y aura un événement de début de tour de l'adversaire qu'il faudra appliquer. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Il faut y penser. Hop, les effets du début de tour des adversaires. Ensuite, on peut réorganiser notre équipement en 3e action possible. Il n'y a pas de problème. Donc, réorganiser l'équipement que l'on a dans le sac à dos pour mettre les objets en main, par exemple, ou pour, potentiellement pour donner des équipements à une personne qui est sur votre case. Ensuite, la 4e chose, c'est que l'on va effectuer jusqu'à 2 actions. Alors les actions, il n'y en a pas des tonnes. Et justement, c'est ce que je vous disais, bah, finalement c'est plaisant parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait se déplacer. Alors on pourrait se déplacer d'une case, voilà, passer par ici, mais là une porte est fermée. Donc ça serait une action, se déplacer. On pourrait, avant de passer à la suite, se déplacer, vous voyez l'iconographie bleue. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc là, on pourrait avoir des bonus bleus. On peut aussi avoir, comme on a dit tout à l'heure, des traumatismes bleus, voilà, qui nous empêchent un petit peu de nous bouger, des genoux disloqués par exemple. Enfin, un genou, déjà, ça suffit pas mal. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On a des actions de fouille. Alors les actions de fouille en verte, elles peuvent nous permettre de fouiller quelque chose qui est au sol, mais également d'ouvrir les portes. Donc, on va y revenir après. Là, ce sont des actions de soutien. Donc, par exemple, on peut tomber sur un kit médical pour aider quelqu'un pour le soigner. On peut également faire des actions de combat. Et là, comme vous le voyez, eh bien là, on pourrait avoir une arme supplémentaire qui donnerait des bonus. Les actions de combat, on y reviendra tout à l'heure avec les dés noirs. Donc là, moi je suis ici. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire une action de fouille en vert pour regarder. On dirait qu'il y a un cadavre ici. Alors, comme vous le voyez, chaque petit pion au sol. Lorsque l'on va fouiller, en fait, on va aller chercher la carte qui a cette iconographie. Alors, je ne l'ai pas ici, hein, c'est pour vous faire des exemples, j'ai fait un peu n'importe quoi, et justement, je ne veux pas vous spoiler, je ne veux pas que vous voyez ce qu'il y a derrière ces icônes particuliers. Donc, on pourrait, par exemple, avoir des événements. On pourrait avoir des événements qui sont écrits avec du narratif et qui vous diraient d'aller chercher des cartes particulières, justement, dans cette pioche événements. On pourrait également avoir des événements qui feraient apparaître des ennemis justement dans les salles où nous sommes. Donc là, ce n'est pas le cas. Là, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait par exemple avoir, mais on pourrait aussi avoir, pourquoi pas, un fouet ou une autre arme qui pourrait être intéressante à utiliser. Donc là, on va simuler, on va dire qu'on a fouillé et qu'on a récupéré une arme. Cette arme, je pourrais la mettre justement, vous voyez, c'est du rouge. Dans les actions de combat, elle pourrait me permettre, vous pouvez relancer un dé lors de votre jet de combat. Donc forcément, vous avez bien compris, on peut avoir uniquement dans chaque emplacement une seule carte avec un seul objet. Mais par contre, on peut quand même avoir un objet et, bon bah là c'est pas du bleu, c'est pas du rouge, hop, voilà. On pourrait malgré tout avoir un trauma dessus. Donc on aurait un fouet, mais on aurait quand même une plaie ouverte. Prenez une égratignure après chaque action de combat. Ça n'empêche pas. Voilà.
Donc, on va dire que j'ai réussi à récupérer un fouet. Je cache mes petites cartes ici, voilà. Ma deuxième action, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais très bien décider de faire une deuxième fouille, parce que je peux toujours pas avancer, je ne peux pas faire d'action de soutien, et puis je vais pas taper, je vais pas donner un coup de fouet à mon collègue. Eh bien, tout simplement, je peux regarder cette porte. Alors, cette porte a un petit jeton au-dessus. Pour signaler que la porte est ouverte, on retire le jeton. Et je devrais aller dans la liste ici pour regarder quel événement il y a, avec à chaque fois justement un petit texte pour les portes, voilà, un petit texte qui m'explique ce qui se passe, du narratif, et justement, qu'est-ce qu'on trouve derrière? Et bien derrière, voilà, on pourrait trouver des scarabées. Alors c'est pas je vous montre pas l'iconographie qui est derrière cette porte pour pas vous spoiler, je vous dis tout de suite que c'est pas celle-là de toute façon. Donc là, par exemple, on se retrouve avec une porte qui nous dit de mettre 3 scarabées derrière, à nos premiers ennemis. Voilà, tout simplement. Alors, ces ennemis, ils apparaissent, ce sont des scarabées, mais pour l'instant, j'ai fini mon tour et je ne suis pas sur leur case, donc je ne vais pas encore m'en occuper. Ensuite, le tour de Rebecca. Rebecca, eh bien, tout simplement résoudre les effets de début de tour. Il n'y a pas de problème, elle n'a rien à faire, elle n'a pas d'effet de début de tour. Résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Pour l'instant, elle est en dehors de la salle. Elle ne s'occupe pas justement des scarabées. Ils ne vont pas s'occuper d'elle non plus. Réorganiser votre équipement. Elle pourrait très bien dire hé Robert, tu peux me filer ton fouet s'il te plaît? Pourquoi pas? Allez, hop, moi je vais aller à l'action parce que toi, je sais, Robert, que toi, tu préfères regarder les bouquins. Moi, je vais aller à l'action. Ensuite, je pourrais effectuer 2 actions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a fait de la fouille, on n'a pas fait d'action de soutien, mais on s'en fiche. On va se déplacer. Alors, je vais me déplacer dans cette salle. Voilà, maintenant que la porte est ouverte. Vu que je suis maintenant aux prises avec des scarabées, eh bien, on prend les cartes scarabées qui sont ici, qui sont dans un tas. Alors, il y en a plusieurs et il faut en tirer une au hasard. Pourquoi? Parce que, en fait, elles sont différentes. Les effets de début de tour des scarabées ne seront pas les mêmes suivant la carte que vous allez prendre, tout simplement. Alors, on va en tirer une au hasard, par exemple, on va prendre celle-ci. Voilà. Et cette carte, je vais la garder toujours avec moi. Alors, je me fais un petit peu de place pour que vous voyez à la caméra, parce que ces cartes-là, de toute façon, on n'en a plus trop besoin, vous avez compris le principe. Voilà. Et cette carte, je vais la garder avec moi pendant tout le long de la partie. Ce qui fait que dès que je vais tuer les scarabées, je retournerai cette carte. Mais si je retombe sur des scarabées plus tard, je reprendrai cette carte. Ce qui fait que l'effet de début de tour sera toujours associé à ce personnage. Alors que Robert, quand il viendra ici, il prendra une autre carte qui aura un autre effet. Alors, vu que là en caméra du dessus, vous ne voyez pas grand chose, pour vous expliquer la différence, je vais vous lire les deux. Et vous allez bien comprendre que ça change vraiment la situation. Placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Voilà. Donc au début du prochain tour, s'il y a des scarabées, je placerai un scarabée sur chaque case de la salle. Donc là, c'est une salle avec une seule case, mais par contre, là, c'est une salle avec 2 cases. Je rajouterai un scarabée sur chacune des cases si je devais être là-dedans en combat avec un scarabée. Par contre, si Robert, tout à l'heure, pioche cette carte, et ce sera le début d'effet de tour des scarabées s'il est sur une case avec des scarabées. Placez 2 scarabées sur une autre case où se trouve au moins un autre explorateur. S'il n'y a aucun explorateur sur les autres cases, placez 2 scarabées sur votre case. Donc vous voyez, c'est des effets complètement différents et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Parce que du coup, les scarabées, ils vont pas réagir de la même manière suivant le personnage qui est sur la carte en début du tour. Voilà, donc c'est peut-être pas grand chose, mais je trouve ça hyper sympa, sachant que côté monstre, bah voilà, on a de quoi faire. Alors, c'est pas du spoil hein, si je vous montre, parce que de toute façon, vous allez les voir en déballant, surtout qu'en plus, ils sont dans l'autre sens quand on déballe, et puis vous allez bien voir les miniatures, de toute façon. Donc on a des scarabées, on a des cultistes. On a quoi d'autre? On a des scorpions géants, oh là là, on a des nœuds de serpents, on a des nagas, donc des espèces de grands serpents, on a des pilleurs de tombes, on a des golems, bon, on a des momies, oh là 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 là. Franchement, on a un beau petit bestiaire qui est assez sympathique, avec un petit côté steampunk qui est assez sympathique, parce que les scarabées, ce sont des scarabées métalliques. Donc, je vous en dis pas plus, ça, pour l'ambiance, c'est sympa. Donc, je viens de faire ma première action, je suis rentré dans une pièce où il y a des scarabées. Donc, je viens de faire ma première action, c'était une action de mouvement. Et comme vous le voyez sur la carte scarabée, outre l'effet de début de tour qui s'appliquera au prochain début de tour de ce personnage-là, si je suis sur une case où il y a des scarabées, eh bien, il y a également d'autres iconographies. Si je décide de faire une action de fouille pour aller fouiller ce qu'il y a ici dans les jarres, je peux le faire, je ne suis pas bloqué par les scarabées, mais par contre, les scarabées me feront une égratignure par scarabée sur la case. Voilà,
une égratignure, ils sont 3, ça me fait tout de suite 3 égratignures. Rappelez-vous, un traumatisme dès que j'aurai la cinquième égratignure. C'est pas négligeable. Si je veux bouger, je peux le faire pour essayer de fuir. Prenez une égratignure par scarabée sur votre case. C'est la même chose. Alors le scarabée, c'est très basique, hein, c'est le premier monstre que vous allez rencontrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop leur en demander hein, dans les actions qu'ils peuvent faire. Et sinon, après, en action de combat. Voilà, j'ai ma deuxième action possible. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je vais faire, moi, je vais lancer des dés. Alors, je vais lancer 2 dés. Tout personnage a 2 dés. Hop, sauf un personnage qui peut en avoir un de plus, c'est le gros balèze du groupe. Je lance mes 2 dés. Alors, les 2 dés, suivant les résultats, vous voyez, eh bien, il va y avoir des actions possibles. Donc, on commence toujours de haut en bas. Si j'avais eu un vert, j'aurais éliminé un scarabée directement. On va simuler ça. Hein. Voilà, j'ai éliminé un scarabée. Avec un jaune, j'élimine un scarabée, mais je prends une égratignure. Voilà. Donc, je prends une égratignure où ils sont mes petits pions égratignures. Hop. Et si j'avais fait un rouge, j'aurais pris une égratignure par scarabée sur la case, ce qui aurait pu être assez néfaste si j'avais eu plein de scarabées encore sur la case. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai tué 2, c'est pas mal. J'ai qu'une seule égratignure, on s'en tire bien. Ensuite, c'est au tour de Robert. Alors Robert, résoudre ses effets de début de tour, il n'a pas de malédiction, il n'a rien sur la tête, donc on continue. Résoudre les effets de début de tour des adversaires avec qui vous êtes aux prises. Il n'est toujours pas aux prises avec des adversaires. Il réorganise son équipement, il n'a plus rien parce qu'il a filé son équipement. Et il effectue jusqu'à 2 actions. Alors il pourrait très bien se fumer une pipe, mais non, il décide d'avancer pour une action. Et deuxième action, pourquoi pas? Déjà, il vient d'arriver sur une pièce où il y a un scarabée, donc il va prendre la petite carte avec le scarabée. Je vais mettre ça ici. Voilà. Je ne fais pas l'effet de début de tour du scarabée, hein, parce que le scarabée n'était pas sur le début du tour justement de Robert. Hein. Voilà. Et ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais venir pour justement aider ma copine, mais je ne vais pas le faire. Non, non, non. Je vais aller fouiller parce que je vois qu'il y a un truc à fouiller. Donc, puisque je fouille, je prends une égratignure par scarabée sur ma case. Voilà, hein, c'est un peu débile, mais c'est pour vous expliquer ce qu'on peut faire. Comme quoi on est quand même relativement libre. J'aurais très bien pu fouiller pour essayer d'ouvrir la porte, hein, par exemple. Donc je vais fouiller, je regarde, je prends son pion, ce pion-là, et je devrais piocher ici, enfin piocher, aller chercher le même symbole pour voir ce qui se passe. Alors je pourrais tomber sur quoi? Je pourrais tomber sur un autre événement qui me ferait apparaître des scarabées. Je pourrais tomber sur une autre arme. Je pourrais tomber sur un bandage, quoi que ce soit. Peut-être quelque chose qui va me permettre d'avoir des points en fin de scénario également. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc on va simuler, on va dire que je trouve rien. Hein, voilà. Je trouve des vases mais qui sont brisés et qui se disloquent en sable lorsque je tente de les prendre. Voilà, tout simplement. Donc je me suis déplacé, j'ai fouillé, j'ai rien trouvé. On va s'arrêter là pour Robert. Et on va revenir sur Rebecca. Parce que Rebecca, elle se retrouve toujours pas avec d'effet de début de tour parce que je ne vais pas vous spoiler justement les malédictions ou autres. Donc je passe à la suite. Résoudre les effets de début de tour de l'adversaire. Et oui, elle est aux prises avec des scarabées. Donc les scarabées vont faire leur effet de début de tour. Placez un scarabée sur chaque case de votre salle. Un scarabée revient. Voilà, la salle ne comporte qu'une case, donc je ne laisse qu'un scarabée. Je peux réorganiser mon équipement, mais c'est pas la peine. Et je peux effectuer jusqu'à 2 actions. Allez, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà frapper, hein, comme tout à l'heure. Hop. Voilà, donc je vais éliminer un scarabée. Ce que je pourrais très bien faire aussi, hein, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais mon fouet me permettait de relancer une fois un dé lors de votre jet de combat. Je pourrais très bien faire, mais je ne vais pas le faire parce que là j'élimine un scarabée. Et je vais en profiter parce qu'il y a une face dont je ne vous ai pas parlé, sur laquelle on n'est pas tombé. C'est une face ici avec justement le jeton destin. Voilà, je pourrais très bien choisir, lorsque je tombe sur cette face, de changer la face en réussite. Mais par contre, je prendrai un jeton destin. Voilà, donc encore un jeton destin en moins dans la pioche. Et je le mettrai dans mon petit sac à dos. Il va me suivre pendant longtemps. Hop, on va dire que je fais ça, et je réussis également à détruire donc le deuxième scarabée. Donc vous voyez, des règles relativement simples, hein. Vous voyez, là, vous avez toutes les règles. Voilà, je ne pense pas avoir oublié quelque chose. On a parlé des portes, on a parlé des pioches, on a parlé des combats. Il y a quelque chose sur lequel on n'est pas revenu encore, c'est que parfois il y a des événements où pendant les fouilles, vous allez tomber sur des objets. Je ne sais pas si je m'en suis mis un ici. Non, je m'en suis pas mis un. Si par exemple ici, voilà, c'était un événement avec un blabla, donc je vous en parle pas plus hein, pour pas spoiler. Je retire tous les scarabées du jeu, bon voilà. Et ensuite,
Voilà, je retire tous les scarabées du jeu parce qu'on va dire que je tombe sur une amulette qui me permet de les faire fuir, hein, voilà. Mais par contre, je regarde cette amulette, j'essaye de regarder et je vais lancer des dés d'investigation. Donc il y a des personnages qui ont des bonus en investigation justement. Et je lance mes dés. Alors ces dés, vous voyez, il y a plusieurs symboles. Alors il y a des symboles sur lesquels on rate, il y a également le symbole de jeton destin, mais il y a des roues crantées, il y a des livres, il y a des loupes, il y a des torches. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, tout simplement, ça va vous permettre de réussir un peu des tests parfois, des tests de connaissances, mais également ça va vous permettre de remplir le journal, parce que dans le journal, suivant les scénarios, il y a, on va dire, des petits tableaux à remplir et qu'on remplit justement au fur et à mesure qu'on a, bah, par exemple, pourquoi pas des torches. Et plus on a, c'est un exemple hein, tout bête, hein, ça peut arriver, je ne vous dis pas que c'est exactement ça, mais par exemple, dans le premier scénario, plus on a de torches, plus on peut remplir une ligne torche, ce qui fait qu'à la fin de la partie, ça va nous faire des points qu'on pourra avoir, donc ça va me permettre d'introduire un petit peu justement la fin du scénario. Une fois qu'on a fini le scénario, justement, cette ligne avec toutes les torches peut-être va nous permettre de réussir à d'avoir bah, par exemple des points d'XP. Alors des points d'XP, on en a. Les points d'XP à la fin du premier scénario, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de faire? Eh bien tout simplement, ils vont nous permettre d'échanger ces points d'expérience contre des nouvelles capacités pour les personnages. Alors à savoir, les points d'XP, ils sont communs à tout le monde. Donc c'est l'équipe qui doit se mettre d'accord pour justement, cette compétence que tu peux acheter pour 1 XP ou 2 XP en fait, peut être bénéfique à nous tous. Donc prends celle-ci, prends celle-là. Voilà, c'est vraiment un jeu d'équipe. Sinon, les petites récompenses de réussite du scénario à la fin, outre justement ces lignes de compétences qu'on peut compléter, ou il y a d'autres choses, hein, je vous laisse découvrir, on peut récupérer des pièces d'or, des dollars, et les dollars, à quoi ça va nous servir? Eh bien tout simplement à avoir un campement que l'on va agrémenter au fur et à mesure de la partie. Alors moi c'est bien, justement, je vais pas vous montrer grand chose parce que je ne l'ai pas rempli vu que je me suis fait des photocopies à côté. J'ai pas utilisé les autocollants. Et bien justement, vous voyez, il y a un campement et au fur et à mesure des événements, enfin des épisodes, vous allez pouvoir avoir des autocollants avec des nouvelles parties pour agrémenter le campement, justement des nouveaux baraquements, des nouvelles choses qui vont vous permettre d'avoir des petits bonus entre deux scénarios. Donc c'est intéressant et ça va s'acheter justement avec des dollars, avec de l'argent. Donc voilà, suivant la réussite de la partie, suivant vos jets d'investigation, suivant vos choix, peut-être que vous allez prendre des choses qu'il ne fallait pas prendre aussi, ça va déclencher des pièges, peut-être que ça va vous maudire, peut-être que vous allez perdre des points pour justement déclencher la fin du scénario qui va être différente. Et bien grâce à ça, votre campement et justement votre expérience avec des nouvelles capacités va changer pendant la campagne. Et ça, c'est vraiment un énorme bon point pour Arkeis, vraiment. Donc, vous voyez, on va en parler tout à l'heure dans mon résumé, ce que je pense du jeu. Mais vraiment une campagne où c'est un petit peu trop scripté peut-être, mais par contre, c'est un grand bonheur vraiment de faire une campagne avec les personnages que l'on garde au fur et à mesure. Euh, un jeu qui n'est pas trop dur, mais pourtant pas trop dur à comprendre, mais assez dur justement à gérer avec tous les traumas qui vont s'accumuler. Allez, j'en dis pas plus. Et là, c'était la partie narrative justement avec la campagne. On va parler maintenant. Alors, je vais mettre en place. On va parler justement du petit add-on qui est dans la boîte de base, dans la core box. Un mode one-shot pour des scénarios aléatoires. Alors, on va partir sur le mode libre, qui est un peu un mode one-shot. Quand vous faites une campagne, c'est pas mal parce que ça vous permet de faire une partie rapide à côté tout en laissant la campagne de côté. Je trouve que le mode est assez intéressant quand même parce qu'il y a vraiment de l'aléatoire, c'est vraiment une génération de donjons aléatoires. Par contre, on enlève tout l'aspect narratif. Alors effectivement, il y en a certains qui vont aimer le narratif de la campagne et là, ça va leur paraître bien creux. Mais le mode est pas mal du tout, vous allez voir. Alors on commence sur du sable, on va commencer en extérieur. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin des cartes avec les ennemis, vous avez besoin également des cartes trauma. Donc forcément, s'il y a des traumas qui sont restés pendant la campagne dans le sac à dos de certains de vos explorateurs, bah, ça vous fera des traumas en moins, effectivement. Les fiches de perso des personnages que vous avez choisis, leurs figurines, et effectivement, tout le reste, en fait, peut rester dans la campagne. C'est ça qui est pas mal. Donc, de quoi ça va se composer? Eh bien, tout simplement, vous voyez là, on a 3 petits decks. Ce sont des cartes. Alors, déjà, on a des cartes zones. C'est des zones aléatoires que l'on va sortir qui vont permettre de créer le donjon. Alors, il y a plusieurs types de zones. Il y a des zones, voilà. Il y a des zones de ce niveau-là qui sont en fait des zones à l'extérieur, des zones assez simples.
Ensuite, on va commencer à rentrer à l'intérieur. Voilà, on a hop, des cartes comme ceci qui vont monter en puissance avec des portes pour rentrer dans le donjon, enfin dans la pyramide ou dans le monument. Voilà, mais les portes sont toujours ouvertes, il faut s'en rappeler. Donc on en place deux, on en place deux, on place aussi deux comme ceci, c'est vraiment l'intérieur du temple. Et pour finir en beauté, on finira par une carte comme ça, qui est en fait, bah voilà, c'est une grande pièce qui sera là avec le boss. Voilà. Donc je range ceci, je ne les ai pas mis, j'ai déjà sélectionné devant moi. Donc deux de chaque, sauf pour le boss, où il y en a une seule. Ensuite, sur les côtés, on va se retrouver avec des rencontres et des pièges. Alors, les cartes rencontres, comme vous pouvez le voir, il y en a pas mal d'autres que j'ai mis de côté. Donc, pareil, hein, voilà, là, il y a cette carte, là, il y a cette carte et cette carte. D'un côté, on a des rencontres qu'on va effectuer. Et de l'autre côté, il y a... ah, pas celle-là, pardon. C'est une carte bonus. Et là, de ce côté-là, il y a des pièges qui vont se déclencher. Alors, on va voir ça, comment ça se passe. Donc déjà, en début, on va retourner la première. La première, ça va être un baraquement abandonné. On va le mettre en place et on va voir comment ça se passe. Donc je retourne tout. Et comme vous le voyez, il y a des petits... Voilà, j'essaye de bien placer en face, hein. Hop, voilà, bien en face, vous voyez qu'il y a des petits traits. Donc en fait, ça va être résolu pour les choses qui sont reliées à la carte centrale. Donc vous voyez le premier là, il n'y a pas de petit trait pour relier de l'autre côté au baraquement, donc je ne vais pas le prendre en compte. Une soudaine brume épaisse et irritante vous oblige à fermer les yeux, soyez sur le garde. Ça, il n'y en a pas besoin, en plus c'était que du narratif. Là, il y a une mécanique, vous voyez, qui n'est pas reliée au baraquement abandonné, donc on va la passer. Ici, le baraquement abandonné n'est pas relié à quelque chose qui n'existe pas. Là par contre, il y a un effet, c'est un piège qui sera placé. Donc les torches, voilà, les torches obtenues ce tour-ci sont sans effet, donc ça pourrait être embêtant peut-être. Ici, nous avons justement donc des rencontres et nous avons les ennemis que nous allons devoir placer. Donc là, par exemple, on a un scorpion qu'il faudra placer. Là, il y a des nuées de serpents qu'il ne faudra pas placer parce qu'ils ne sont pas... Enfin, la ligne ne va pas jusqu'à la carte. Là, des nuées de serpents aussi et encore un scorpion. Sachant que sur la carte de base, déjà, on va devoir positionner. Alors, je prends mes petites dalles parmi tout le lot de dalles, hein, voilà. C'est ça qui est pas mal aussi dans Arceus, c'est que les dalles en plus recto verso, ça permet vraiment d'avoir une ambiance dans le jeu. Voilà. Et c'est à moi de placer. Alors comment je place? On voit qu'on a une espèce de petite flèche verte, donc ça va être l'entrée. Donc je vais la placer, hop, l'entrée. Et ici on a une salle, une pièce. Dans la pièce, je vais devoir mettre... Alors attendez, est-ce que je vais... Bon, bah, je mets un token au hasard, hein, c'est juste pour vous expliquer, hein, donc c'est pas le bon token. Voilà, je vais mettre un token comme ça. Et normalement, je mets deux scarabées. Hop, voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des sorties. Donc on en reparlera tout à l'heure. Une zone bleue ici, dans laquelle on va pouvoir faire une action qui est nouvelle, qui n'existe justement que dans le mode one-shot. Voilà. Et il y a des sorties par ici. Donc on rentre par là, on sort par là. C'est ce qui est écrit sur la carte. Une chose que l'on va devoir faire maintenant, déjà, vu que c'est le début du mode libre, on va devoir mettre une carte ici, une malédiction sur un des personnages au hasard. Donc moi je vais choisir que ce soit ici, c'est lui qui a la malédiction. Donnez cette carte à un joueur au hasard, le joueur à sa gauche joue en premier. Et au début de votre tour, placez un jeton destin sur votre carte. Voilà, c'est une malédiction classique d'Arceus que vous trouverez dans quasiment dans beaucoup d'épisodes. Donc vous verrez bien ça, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, justement. Et c'est un des effets, justement, de tour de jeu. Le résoudre vos effets début de tour, eh bien ça, c'est un effet début de tour. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Je vous gâche pas la surprise. Donc c'est lui qui va commencer. Mais comment ça se passe? Eh bien on prend déjà les 5 jets d'investigation, parce qu'on vient de retourner une carte comme ceci. Je les lance. Il y a un petit rappel dessus. Si je fais 2 loops, eh bien je peux prendre une carte objet. Donc une carte objet, vous voyez, il y a ce deck de cartes qui n'existe pas dans le jeu de base en fait, et dans lequel il y a des objets qu'on va pouvoir piocher. Donc ça c'est intéressant. Hop, donc 2 loops, je peux prendre un objet. Allez, je vais le mettre pour celui-ci. Hop, vous lancez un dé de moins lors de chaque jet d'investigation et un dé de plus lors de chaque jet de combat. Ça peut être pas mal. Un gros truc de bourrin. Et grâce au reste du dé, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai les jetons destin, on peut les utiliser de la même manière que les jetons destin dans le mode normal. De même, il y a aussi voilà,
un tas de jetons destin, hein, c'est la même chose, hein, ça se gère de la même manière. Donc il y a un tas de jetons destin suivant le nombre de joueurs. Voilà, donc je peux les utiliser de la même manière. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une croix. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a des symboles ici. Si j'avais eu également un livre, donc voilà, un livre comme ça, j'aurais avancé justement. Alors, attendez, je vous le ressors. J'aurais avancé mon petit sablier justement sur cette piste qui est l'échelle de connaissances. Et ça va tout changer à la fin de la partie dans la dernière salle. Je vais vous montrer un exemple. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des journaux. Hop, vous voyez, ça c'est un exemple. Le temple du culte, je vous ferai un zoom plus tard. Eh bien, tout simplement, suivant où on en est dans l'échelle de connaissances, eh bien en fait les ennemis ne seront pas les mêmes à la fin, on va pouvoir en retirer, ou même, voilà, si on fait 2 ou plus, éliminer tous les scarabées, 4 ou plus, éliminer tous les violets, donc ça c'est les nids de serpents, et 6 ou plus, chaque explorateur défausse toutes ses égratignures, ça c'est avant justement le combat final quelque part. Donc ça c'est assez intéressant de monter sur sa piste d'échelle de connaissances, parce que comme ça le combat final sera moins dur. Donc il y a des choix à faire, parfois peut-être qu'on prendra le jeton destin exprès. Donc ça, c'est intéressant. Hop, je le range, je retire ça. Ça fait un peu beaucoup sur la table. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre effectivement? Si je relançais par exemple et que je tombais sur, voilà, on va dire que je suis tombé là-dessus. Bon, alors l'engrenage. L'engrenage, en fait, je pourrais placer un engrenage à un endroit. Ici, vous voyez, il y a deux symboles d'engrenage. Donc en fait, si je le mets sur un des endroits, par exemple celui-là qui était relié, eh bien tout simplement, j'ignore cet effet de piège. Donc ça me permet que les torches obtenues ce tour-ci sont sans effet, eh bien ce ne sera pas le cas. Donc au moins, j'aurai pas de piège parce que les autres ne sont pas reliés. Si j'avais fait également une torche, eh bien j'aurais pu choisir de mettre ma torche sur un des symboles ici et donc de ne pas faire apparaître certains ennemis. Donc par exemple, je vais pas mettre un deuxième scarabée. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un carré bleu, donc les ennemis, il va falloir les placer pour qu'ils apparaissent dans le carré bleu, enfin le rectangle bleu. Donc on commence déjà avec le premier effet. Le premier effet, c'est ici, c'est un scorpion. Ça me permet de mettre une belle figurine de scorpion et on la place dans un des carrés de l'effet bleu. Le deuxième, bon, faut répartir, hein, faut répartir. Je vais mettre donc deux nids. Alors attendez, hop, parmi toutes les figurines, deux nids de serpent par ici. Et on partirait à l'aventure. Après, on jouerait normalement. Mais il va y avoir, comme je vous disais, une nouvelle action possible. Alors la nouvelle action possible, tout simplement, c'est qu'on a une fouille spéciale maintenant, c'est une exploration. Donc, on va rentrer, on va combattre les ennemis, on va faire tout normalement. Mais une fois qu'il n'y a plus d'ennemis dans le rectangle bleu, eh bien tout simplement, un explorateur pourra choisir de faire une fouille spéciale qui est l'exploration. Et cette exploration, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, on retirera ces cartes-là et on découvrira une nouvelle zone. Voilà. Et on repartira à l'aventure. Alors là, ce coup-ci, c'est une zone, hop, une zone double. Vous voyez, elle est là. Comment ça se passerait? Eh bien, tout simplement, on a une flèche verte ici. Et il faut relier une des flèches rouges ici, une des flèches de sortie, avec justement cette flèche verte. Alors moi, ce qui m'arrange, justement, pour l'espace, voilà, pour que vous voyez bien à la caméra, on va dire que je suis ici et que je pourrais partir par là. Voilà, tout simplement parce qu'il y avait une flèche rouge. Je vais relier la flèche verte. Hop, donc dans ce sens. Et voilà. Et je mettrai en place. Donc là, normalement, je devrais mettre un cultiste. Un cultiste, est-ce que j'en ai un sous la main? Hop, que je vous sorte ça. Je mettrai un cultiste ici. Je mettrai, hop, un autre symbole là. Et on ferait la même chose. On lancerait ici les 5. Hop, j'ai des jetons de destin qui sont possibles. Allez, j'en ai pas encore perdu. Je vais relancer, on va dire que c'est lui. Je vais relancer 2 dés. Voilà, là je me retrouve avec 3 livres. Donc je pourrais augmenter sur ma piste l'échelle de connaissances. Voilà. De même, j'ai qu'une seule loupe, donc je ne peux pas avoir de nouvel objet. Et je n'ai pas d'engrenage et je n'ai pas non plus de torche. Donc qu'est-ce qui se passerait? Eh bien tout simplement, engrenage, chaque explorateur prend une égratignure pour chaque autre explorateur dans sa zone. Ils sont dans des zones différentes. Ici je me retrouverai donc avec un nouveau cultiste à mettre en place.
hop, parce que c'est relié, donc on va dire qu'on le met ici dans la zone bleue. De toute façon, on aurait 2 scarabées dans la zone bleue également. Et ici, encore un autre cultiste, parce que je n'ai pas de torche à mettre en place. Alors, hop, il est où? Viens par ici, hop là. Voilà, donc ça fait du monde tout de suite. Donc vous voyez, et on va construire son donjon aléatoirement grâce justement à ces cartes. Je trouve le système bien pensé. C'est assez sympathique et c'est vrai que du coup ça donne jamais le même donjon. C'est pas mal du tout. Donc voilà, sinon les règles elles ne changent pas du tout, hein. Là je suis allé vraiment hyper vite pour vous expliquer, pour vous montrer le mode. C'est vraiment sympathique. Voilà, c'était un petit peu un résumé de toutes les règles d'Arceus. Il n'y a pas grand-chose, vous voyez, c'est assez simple. On passe à un petit débrief pour vous donner mon avis en voix off. Un jeu magnifique, je suis vraiment sous le charme de la patte graphique, de l'ambiance qui se dégage de ce jeu. Les salles en carton donnent vraiment un plus à l'immersion pendant nos aventures. Les figurines sont de belle qualité pour un jeu de ce type, la production n'a vraiment pas à rougir de ce beau matériel. Dans les points positifs du gameplay, j'apprécie ces ennemis qui vivront différemment suivant l'activation des personnages. À plusieurs, cela fait une belle variation. Mais voilà, moins on est, moins ce sera le cas. Et j'arrive à un point un peu négatif, l'équilibrage et le plaisir du jeu. À 3, le jeu me semble parfaitement balancé, là où à 2 personnages ou même 4, j'ai eu une sacrée différence de niveau. Il y a de l'aléatoire dans le jeu, un peu, et je n'ai peut-être pas eu de chance pourtant, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de cet aléatoire, ou c'est une mauvaise combinaison de personnages, mais il me semble que le balancement optimal est vraiment fait pour 3 personnages. Côté négatif encore, la campagne est bien ficelée, mais la rejouabilité me semble bien pauvre, car tout est réellement scripté, la moindre fouille ou ouverture de porte. De plus, un gros regret dont je vous avais déjà fait part, les extensions. Elles ne sont pas la suite de la campagne, mais s'intercalent entre 2 scénarios. Par exemple, le joyau du culte et le scénario 0,5, il se fait après le tutoriel. Et il m'a laissé un goût amer, ne m'apportant qu'un bonus dont personne ne voulait, je ne vous en parle pas, et on a continué la campagne chargée de traumas et de pions de destin. Mais il faut malgré tout avouer que le principal est là. Un jeu que l'on a envie de continuer, même non rejouable. La campagne est un vrai plaisir avec ce campement que vous améliorez à chaque scénario. Et le mode libre apporte un bon point, agréable de par sa génération de donjons vraiment aléatoires, pas mal pour une soirée hors campagne. Alors oui, je suis mitigé avec des règles simples, peut-être trop pour certains joueurs, mais ça permet d'avoir une porte d'entrée pour un jeu en famille ou introduire des joueurs moins expérimentés dans le dungeon crawler. Moi par exemple à la maison, ça a été le cas pour mon petit garçon. Et voilà, c'était ma présentation d'Arceus. Ça fait longtemps, effectivement, que je vous faisais patienter pour ça, mais je voulais vraiment appréhender un petit peu tout le jeu avec le temps que j'avais à côté. Donc, avec les extensions justement que j'ai intercalées, vous avez vu mon avis là-dessus, sur le mode campagne aussi, le mode one-shot que je trouve vraiment sympathique, qui redonne un petit peu d'intérêt, mais il ne faut pas acheter le jeu que pour le mode one-shot. Franchement, c'est vraiment la campagne qui est vraiment très intéressante. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je sais qu'on a un grand fan, on a Patrick qui adore justement ce mode one-shot. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le jeu, il s'est fait attendre un petit moment. Donc c'est vrai qu'il y a eu des déçus là-dessus. Et effectivement, entre-temps, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis. Donc il a énormément de concurrence à un moment où, quand il a été présenté, c'est vrai que des jeux un peu narratifs à campagne, comme ça, il n'y en avait pas des tonnes. Donc c'est vrai qu'il arrive peut-être un petit peu tard pour ce qu'il propose côté mécanique, mais un jeu qui, je pense, plaira au plus grand nombre. Et justement, pour introduire de nouveaux joueurs, c'est parfait, ou pour jouer en famille, vraiment, c'est excellent. En plus, vu la thématique un petit peu Égypte, vu la thématique avec quelque part un peu de steampunk quand on pense que les scarabées, ce sont des scarabées métalliques, les scorpions et autres, ça passe avec toute la famille, donc c'est assez sympa. Voilà, n'hésitez pas, un petit like, un petit pouce, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis on revient bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être un mode solo, une vidéo en solo sur le mode one shot, on verra si j'ai le temps et si ça prend pas trop de place sur la table. Pour faire une vidéo, c'est pas forcément le plus simple. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.